L'histoire officielle enseigne mars 1935, Hitler réarme son pays. Mars 1936, il remilitarise la Rhénanie. Mars 1938, il envahit l'Autriche. 1er septembre 1939, l'Allemagne agresse la Pologne. 10 mai 40, l'Allemagne envahit la Hollande, la Belgique et la France. 21 juin 1941, l'Allemagne envahit l'URSS. Elle conclut que le plan d'Hitler pour l'asservissement de l'Europe est indubitable. Disons qu'il apparaît indubitable parce que cette présentation éclaire certains événements pendant qu'elle en laisse d'autres dans l'ombre. L'histoire officielle n'est qu'un savant éclairage de scène. Il est temps d'allumer le plafonnier pour faire la lumière. Depuis 1925, en Europe, la paix était assurée par le pacte de Locarno. Il mettait en pratique le principe de sécurité collective. Les signataires s'engageaient à soumettre leurs différends au tribunal de la Société des Nations siégeant à Genève. Parmi les exceptions figurait le viol par l'Allemagne des articles 42 et 43 du traité de Versailles. Ces articles imposaient aux vaincus de laisser la Rhénanie démilitarisée. Dans cette zone, aucun soldat allemand ne pouvait stationner, aucun fort ne devait subsister ni être construit, et aucune manœuvre militaire n'était autorisée. En cas d'infraction caractérisée, la France pouvait attaquer sans en référer à la Société des Nations. Pour le vaincu, dont l'armée ne devait pas excéder 100 000 hommes, c'était un sacrifice très lourd, car ses frontières avec la Belgique et avec la France restaient totalement découvertes. Autrement dit, en cas de guerre à l'ouest, l'Allemagne serait envahie et perdrait cette région capitale pour elle du point de vue des industries. Sachant toutefois qu'à Versailles, les signataires avaient tous promis de désarmer dans le cadre de la sécurité collective, le sacrifice devait être provisoire, car l'Europe connaîtrait bientôt une paix véritable sans fusil ni canon. Du moins l'espérait-on. Mais une fois l'Allemagne désarmée, les autres parties violèrent leurs engagements. Dès le début, les divergences les plus graves paralysèrent les débats sur le désarmement, si bien que pendant des années, les négociations restèrent au point mort. Certains le dénonçaient sous le mode humoristique. Dans l'Allemagne désarmée, toutefois, il n'était pas question d'en rire. Au contraire, l'exaspération montait. Si bien que le 7 mars 1935, lassé de cette comédie, Hitler annonça le réarmement du pays ainsi que le rétablissement du service militaire obligatoire. Peu après, Joseph Goebbels expliqua « Pendant 15 ans, l'Allemagne a attendu que les signataires du traité de Versailles tinssent, selon l'exemple de l'Allemagne, l'engagement de désarmer. Au lieu de cela, le monde a accru ses armements, se contentant pour le reste de débats théoriques et platoniques. » À maintes reprises, le Führer a déclaré publiquement qu'il était prêt à détruire la dernière mitrailleuse si le monde en faisait autant. Ces déclarations sont toujours restées sans réponse. Le rétablissement du service militaire obligatoire rétablit l'équilibre nécessaire pour discuter d'une façon fructueuse les problèmes de politique mondiale qui ne sont pas résolus. L'Allemagne veut collaborer à la paix dont elle a autant besoin que les autres peuples. Le message était clair. L'Allemagne réaffirmait qu'elle souhaitait la paix pour se reconstruire. Mais elle voulait en même temps être forte pour pouvoir, sur la scène internationale, discuter d'égal à égal au moment d'effacer les iniquités du traité de Versailles. L'histoire officielle prétend que face à ce viol flagrant du traité de Versailles, ni la France ni ses alliés ne réagirent. Les démocraties se voilent la face, peut-on lire au mémorial de Caen. C'est faux. Début mai 1935, le gouvernement français répliqua l'initiative allemande en signant un pacte d'assistance mutuelle avec l'URSS. L'objectif était d'encercler l'Allemagne afin de prévenir une attaque. En lui-même, ce jeu diplomatique pouvait se comprendre, mais il comportait un danger grave qui allait provoquer une nouvelle réaction hitlérienne. Le danger était le suivant. En 1935, personne n'ignorait que l'URSS souhaitait une guerre européenne pour abattre l'Allemagne et tenter d'y instaurer le bolchevisme afin de précipiter la révolution mondiale. Fin mars 1935,
un organe pacifiste peu suspect de sympathies hitlériennes, fustigea les gouvernants de la Russie soviétique qui préparaient la guerre avec fièvre, cela jusqu'à porter à 940 000 le nombre de leurs soldats. Ils la font chaque jour trop possible pour qu'elle ne soit pas, en effet, inévitable. Plus tard, le député Philippe Henriot rappela que le 25 juillet 1935, lors d'un congrès de l'Internationale communiste tenu à Moscou, Georgi Dimitrov avait lancé « Le fascisme allemand apparaît comme le détachement de choc de la contre-révolution internationale, comme le principal fomentateur de la guerre impérialiste, comme l'instigateur de la croisade contre l'Union soviétique, la grande patrie des travailleurs du monde entier. » D'où l'avertissement lancé par un autre député français. Il apparaît dans les intentions des soviets de transformer un pacte qui devait être limité à la défense et à la paix en un instrument de guerre. Conscient du danger, le 21 mai 1935, Hitler dénonça cette entente comme contraire aux engagements signés par la France à Locarno. Dans sa livraison du 8 février 1936, Juvénal démontra qu'en effet, l'accord franco-soviétique violait le pacte de la Société des Nations, car il substituait au tribunal de Genève, garant de la sécurité collective, un tribunal franco-soviétique qui jugerait souverainement des mesures à prendre. L'article de Juvénal parut 3 jours avant le début des débats sur la ratification du pacte franco-soviétique. La presse allemande lançait alors un cri d'alarme. Outre-Rhin, on voulait éviter que les élus français ne votent cette ratification considérée comme très hostile au Reich et comme très dangereuse. Le 18 février, le député Xavier Vallat lança « Que vous le vouliez ou non, vous donnerez à l'Allemagne l'impression que vous voulez l'encercler par la France à l'ouest, par l'URSS à l'est, par la Tchécoslovaquie au sud-est. » Avec prescience, il ajouta que le pacte aurait 3 conséquences. La remilitarisation de la Rhénanie, l'Allemagne voulant assurer sa sécurité à l'ouest, l'Anschluss, l'Allemagne voulant se dégager à l'est, et une action contre la Tchécoslovaquie pour écarter le danger au sud-est. Afin d'éviter cette évolution désastreuse, mieux valait s'entendre avec le Reich. Prenant la parole, un député souligna que jusqu'à présent, les efforts de rapprochement avec l'Allemagne avaient échoué. Mais il ajouta « Eh bien, je voudrais qu'en ce qui concerne l'Allemagne, vous oubliez les échecs passés, que vous fassiez effort en vue de les réparer, que vous offriez encore à l'Allemagne les chances d'un rapprochement si souhaitable et que vous témoigniez une fois de plus de votre volonté pacifique et de votre désir d'entente. J'ai eu l'occasion en juillet dernier de rencontrer à Paris les représentants des anciens combattants allemands. Je me suis longuement entretenu avec eux. Et si les conversations que nous avons eues ensemble ne m'ont pas apporté tous les apaisements que j'aurais voulu y trouver, du moins je retirais de cette entrevue cette conviction. Ce serait une faute grave de ne jamais cesser de les traiter en ennemis héréditaires, quand cette hérédité de haine a déjà coûté à nos 2 pays tant de morts et fait couler un sang si pur des 2 côtés des tranchées. Peu après, un député alsacien renchérit. L'Allemagne a multiplié depuis un certain temps ses invitations à une entente directe entre les 2 pays et nous voyons, même dans l'opinion publique française, se dessiner un très fort mouvement en faveur de ce rapprochement. Il poursuivit ainsi « En dépit de toutes les difficultés, nous devons chercher à nous entendre directement avec l'Allemagne, à entamer une conversation courageuse, sincère et loyale avec elle. Je crains fort que la ratification du pacte ne ferme la porte définitivement, ou pour bien longtemps, à une conversation de ce genre. Je crains fort qu'avec cette ratification, la période de l'après-guerre ne soit terminée et que nous n'entrions dans une certaine période d'avant-guerre, avec toutes les conséquences désastreuses que comporte une telle situation. Rythme accéléré des armements et tensions diplomatiques entre les 2 pays. Je ne crois pas que la paix serait vraiment servie par ce pacte et, toujours attaché au maintien de la paix et à l'entente entre les peuples, je ne donnerai pas mon adhésion à la ratification du pacte franco-soviétique. Informé de ces propos, le 21 février 1936, Hitler accorda un entretien au journaliste français Bertrand de Jouvenel. Son objectif était d'envoyer un message fort afin d'empêcher la ratification du pacte franco-soviétique par la mise en place d'une politique de réconciliation et d'entente durable entre la France et l'Allemagne. Je lirai une grande partie de l'article en y mettant mes propres sous-titres, car il est capital. Bertrand de Jouvenel écrivait « En face de moi, voici une maison neuve, basse, de dimension modeste. Sur elle flotte un drapeau à peine plus grand qu'un fanion.
Devant elle, pas de factionnaire. C'est là qu'habite et que travaille le maître de l'Allemagne. Tout à l'heure, j'entrerai dans cette maison. Qu'est-ce que je viens y faire? M'entendre dire par le Führer qu'il désire la paix avec la France? Il l'a déjà dit. L'important pour nous est de savoir si nous pouvons nous y fier. J'ai le sentiment que lorsque je me trouverai devant le chancelier, je me rendrai compte s'il est sincère ou non. Les questions que je viens lui poser ne sont qu'un prétexte. Je veux l'observer durant qu'il répondra, surprendre les mouvements du visage qui révèlent qu'on cherche le mot à effet. Je sais que je le verrai assez longuement pour me faire une opinion sur le caractère de l'homme. En attendant l'heure du rendez-vous, je vais déjeuner. Me voici installé à une table de réfectoire en bois blanc. À mes côtés, des jeunes hommes, des jeunes filles qui plaisantent et rient. Je suis à la cantine de la maison du parti. Dactylo, garçons de bureau et hauts dignitaires du parti sont attablés dans une familiarité qui m'ahurit. Ce n'est rien, dit mon compagnon. Aux cérémonies nationales du 1er mai, vous auriez pu voir défiler toute la corporation de la magistrature et vous auriez pensé que celui qui venait en tête était le plus haut magistrat du pays. En fait, c'était celui des membres de la corporation qui avait le plus d'années de service dans le parti. Il se trouvait que c'était le concierge du palais de justice. Dans notre régime, il ne reste pas grand-chose de l'ancienne raideur de caste. Parce que nous levons le bras pour saluer, vous imaginez que nous subissons une discipline de fer, que nous sommes des marionnettes militaires. Il sourit. Attendez un peu de voir notre Führer, et vous aurez une rude surprise. Une sonnerie retentit. Le chancelier est prêt à me recevoir. Je n'ai qu'une rue à traverser et je profite de ce répit pour demander à l'interprète « Comment dois-je appeler Hitler ?» Il hausse les épaules. « Nous disons Mein Führer, mon chef, mais vous dites « Excellence » si ça vous fait plaisir. Ou ne dites rien du tout, il ne s'en apercevra pas. » Une porte s'ouvre. Je passe le premier, un peu ému. La pièce devant moi est immense. Au loin, Adolf Hitler est assis derrière son bureau. Je me souviens du bureau de Mussolini au palais de Venise et je me dis « Ces dictateurs sont tous les mêmes. Ils vous font parcourir 25 mètres de tapis sous leur regard pour vous décontenancer d'entrée. » Mais l'homme en veste kaki s'est levé, et tandis que j'avance lentement, lui, d'un pas plus vif, fait la moitié du chemin. Il lève la main dans le salut hitlérien, et machinalement j'en fais autant. Puis il me serre la main, me désigne un fauteuil, s'assied dans un autre tout près. J'observe qu'il ne me place pas de façon que j'ai la lumière dans les yeux. C'est lui, au contraire, qui la reçoit en plein visage. Il me sourit pour m'encourager à poser la première question, et je reste quoi? L'homme est si différent de ce que j'imaginais. Il y a dans le visage de Mussolini une qualité qui se retrouve dans celui du colonel de la Rocque ou de Largo Cabarello, le chef socialiste espagnol. Quelque chose de tendu dans le visage, qui lui donne une consistance de pierre, qui en fait un véritable masque sculpté. Cette expression de volonté allant jusqu'à la crispation, à la pétrification des muscles du visage, manque tout à fait chez Adolf Hitler. La peau rose est celle d'un homme de sport et de grand air. La figure sans ride ne donne pas une impression de fatigue ni d'effort. Le coin des yeux est lisse, les joues sont pleines, l'impression que l'on reçoit est celle d'un être heureux. Il me faut réviser toutes les idées que je me faisais sur le dictateur. Il se met à parler. « Oui, je sais ce que vous pensez, dit-il. Vous vous dites, Hitler nous fait des déclarations pacifiques, mais est-il de bonne foi? Est-il sincère ? N'est-ce pas un point de vue puéril que le vôtre? Est-ce qu'au lieu de vous livrer à des devinettes psychologiques, vous ne feriez pas mieux de raisonner en usant de cette fameuse logique à laquelle les Français se déclarent si attachés? N'est-il pas évidemment à l'avantage de nos deux pays d'entretenir de bons rapports? Ne serait-il pas ruineux pour eux de s'entrechoquer sur de nouveaux champs de bataille? N'est-il pas logique que je veuille ce qui est le plus avantageux à mon pays, et ce qui est le plus avantageux, n'est-ce pas évidemment la paix? Voyons, réfléchissez, rendez-vous compte de ce qui est logique. Il sourit, hausse les épaules et je m'ébahis. Quoi? Cet homme si simple, qui parle doucement, raisonnablement, gentiment, avec humour? Est-ce là ce redoutable meneur de foule qui a soulevé l'enthousiasme forcené de toute la nation allemande et en qui le monde entier a cru voir un jour une menace de guerre? Comme s'il devinait ma pensée, il reprend. Chez vous, on m'imagine tout autre que je suis,
Parce qu'on voit bien que je suis parti de rien pour devenir le maître de l'Allemagne et que c'est une destinée étonnante et qu'on croit devoir y trouver des causes extraordinaires. Les uns disent que c'est par la violence que je suis devenu le chef de la nation allemande. Mais vous voyez, les quelques camarades que nous étions au début auraient eu fort à faire pour s'emparer par la violence d'une nation de 65 millions d'habitants. Il rit franchement. Son visage s'approche du mien. Je ne me sens plus du tout intimidé, je ris aussi. Je me dis, est-ce que c'est l'homme qui a poursuivi de mesures si draconiennes les ennemis de son régime? Le Führer poursuit. On dit aussi que j'ai dû mon succès à ce que j'ai créé une mystique, ou bien simplement que j'ai été servi par le hasard. Eh bien, je vais vous dire ce qui m'a porté là où je suis. Brusquement, l'expression change. Les mains se crispent chacune sur un genou. Les problèmes politiques apparaissaient compliqués. Le peuple allemand n'y comprenait rien. Il aimait mieux, dans ces conditions, laisser aux politiciens de profession le soin de se débrouiller dans ces complications. Moi, j'ai décompliqué les problèmes. Je les ai réduits en termes simples. Les grandes masses ont compris, et elles m'ont suivi. Ainsi la lutte des classes, cette fameuse lutte des classes. C'est une absurdité la lutte des classes, et j'en ai démontré l'absurdité, et le peuple m'a compris. J'ai fait un appel à la raison. Il a été entendu par le peuple allemand. Maintenant, je fais un appel à la raison dans l'ordre international, comme j'ai fait un appel à la raison dans l'ordre social. Je veux montrer à mon peuple que la notion d'inimitié éternelle entre la France et l'Allemagne est absurde, que nous ne sommes nullement des ennemis héréditaires. Le peuple allemand le comprend. Il m'a suivi dans une réconciliation infiniment plus difficile, la réconciliation de l'Allemagne avec la Pologne. Je précise que le 26 janvier 1934, le Reich et la Pologne avaient signé un pacte de non-agression valable pour 10 ans. Dans un prochain épisode, nous verrons pourquoi et comment ce pacte vola en éclats. Chez vous, on a interprété l'accord entre l'Allemagne et la Pologne comme un acte de virtuosité diplomatique de ma part. C'est un compliment, mais qui ne me fait pas plaisir et qui n'est pas mérité. Simplement, la tension entre l'Allemagne et la Pologne ne pouvait pas durer. Elle était malsaine, énervante. Il était logique que je cherche à y mettre fin. J'ai réussi et tout le peuple allemand s'est senti soulagé. Et maintenant, je veux réussir la même détente avec la France. Il n'est pas bon que les peuples usent leur force psychologique en haines infécondes. Mais, dis-je, nous autres Français, si nous lisons avec satisfaction vos déclarations pacifiques, nous n'en restons pas moins inquiets d'autres indices moins encourageants. Ainsi, dans vos mémoires intitulées Mein Kampf, mon combat, vous disiez pique-pendre de la France. Or, le livre est regardé à travers toute l'Allemagne comme une sorte de bible politique, et il circule sans que, dans les éditions qui se succèdent, vous ayez apporté la moindre correction d'auteur à ce que vous disiez de la France. Les yeux regardent au-dessus de moi, les lèvres font une moue qui m'inquiète. Hitler, d'un mouvement soudain, met sa main sur mon bras. « J'étais en prison, souffle-t-il, quand j'ai écrit ce livre. Les troupes françaises occupaient la Ruhr. C'était le moment de la plus grande tension entre nos deux pays. Oui, nous étions ennemis, et j'étais avec mon pays comme il sied contre le vôtre, comme j'ai été avec mon pays contre le vôtre durant 4 ans et demi dans les tranchées. Je me mépriserais si je n'étais pas avant tout allemand quand vient le conflit. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de raison de conflit. Vous voulez que je fasse des corrections dans mon livre comme un écrivain qui prépare une nouvelle édition de ses œuvres? Mais je ne suis pas un écrivain, je suis un homme politique. Ma rectification, je la porte tous les jours dans ma politique extérieure, toute tendue vers l'amitié avec la France. Le ton s'élève encore. Si je réussis le rapprochement franco-allemand comme je le veux, ça, ce sera une rectification digne de moi. Ma rectification, je l'écrirai dans le grand livre de l'histoire. Puis brusquement, il se met à rire. Le rapprochement une fois réussi, il y aura pas mal d'ouvrages de français qui auront aussi besoin d'être rectifiés, parce qu'ils ne sont pas toujours tendres pour nous. Il est revenu à un ton méditatif. C'est bien étrange que vous jugiez encore possible une agression allemande. Est-ce que vous ne lisez pas notre presse? Est-ce que vous ne voyez pas qu'elle s'abstient systématiquement de toute attaque contre la France, qu'elle ne parle de la France qu'avec sympathie? Alors, reprend-il, si je pouvais pouvoir lancer un jour mon peuple contre le vôtre, croyez-vous que je ferais systématiquement dire du bien de la France? Les opinions que j'aurais en quelques années imprimées à la nation allemande me gêneraient fort le jour où je voudrais vous faire la guerre. Il faut à cela une préparation psychologique. Pas dans un régime d'autorité, dis-je. Le Führer me regarde avec une expression moqueuse. Il hoche la tête.
A-t-il donc devant lui un homme assez ignorant de la science politique pour ne pas savoir que l'opinion publique joue un rôle tout aussi considérable dans un régime d'autorité que dans un régime démocratique ? Écoutez, me dit-il, vous comprenez la nécessité logique d'une bonne entente entre les deux grandes nations voisines. Vous vous rendez bien compte qu'il y a là quelque chose de raisonnable et d'humain que nous devons à toute force réussir. Eh bien, il faut que nous fassions dans les deux opinions publiques le travail nécessaire pour que l'entente se réalise et se maintienne, quels que soient les dirigeants qui se succéderont à la tête des deux pays. La formule me fait sursauter. Les dictateurs n'aiment pas à parler de leurs successeurs possibles. Hitler sourit. Sait-on combien de temps on vit ? Plus de questions, dit-il ? Il en est une que je voudrais bien poser, mais elle est si grave que j'hésite. Vous désirez le rapprochement franco-allemand. Est-ce que le pacte franco-soviétique ne va pas compromettre ce rapprochement ? J'ai soudain un tout autre homme devant moi. Son visage devient grave. Une sorte de tristesse s'exprime tout à coup. Mes efforts personnels vers un tel rapprochement subsisteront toujours. Cependant, dans le domaine des faits, ce pacte plus que déplorable créerait naturellement une nouvelle situation. Il se tourne vers moi avec un mouvement brusque. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites ? Vous vous laissez entraîner dans le jeu diplomatique d'une puissance qui ne désire que mettre dans les grandes nations européennes un désordre dont elle sera la bénéficiaire. Il ne faut pas perdre de vue le fait que la Russie soviétique est un élément politique ayant à sa disposition une idée révolutionnaire explosive et des armements gigantesques. Comme Allemand, j'ai bien le devoir de tenir compte d'une telle situation. Le bolchevisme n'a pas de chance de réussir chez nous, mais il y a d'autres grandes nations qui sont moins prémunies que nous contre le virus bolcheviste. Après cette allusion directe à des ingérences possibles de l'URSS dans la politique intérieure de la France, Adolf Hitler revient à son thème favori, l'entente franco-allemande. Chaque peuple, dit-il, a son apport à faire à la culture européenne. Chaque nation imagine que son apport particulier est le plus important. Qui pourrait donc les départager ? Mais ce qui est certain, c'est l'extrême importance des apports français et allemands. Il y a entre nous, en quelque sorte, des Jeux olympiques de l'esprit. Le génie germanique, le génie latin, ce sont deux concurrents dont l'émulation grossit un patrimoine commun. Des Français viennent chaque année plus nombreux à Bayreuth goûter les chefs-d'œuvre musicaux de l'Allemagne, et mes compatriotes vont en pèlerinage auprès de vos monuments. Dans le domaine nouveau de la technique, la collaboration internationale s'est révélée extraordinairement féconde. Voyez l'automobile. Daimler invente le moteur à explosion. Vous, Français, vous organisez les premières courses d'automobiles qui frappent l'imagination du monde entier, puis les Américains commercialisent le mode de transport. Quand nous sommes devant le produit fini, nous ne savons à qui adresser le plus de remerciements. Quoiqu'il parle de raison et de logique, il me semble cependant que ce n'est pas là un être qui se forge à lui-même, comme faisait un Poincaré par exemple, une prison intellectuelle. À tout moment, il pourrait, j'imagine, sentant des conditions atmosphériques différentes, s'orienter autrement qu'il ne le fait aujourd'hui. Cette réflexion de bon sens reste capitale si l'on veut comprendre l'histoire des années qui suivent. En 1934, à ceux qui s'interrogeaient sur les prétendus objectifs secrets à long terme de Hitler, Jules Romain rétorquait « Comme si Mussolini, Hitler, X ou Y dissimulaient au fond d'eux-mêmes, dans le sein des seins de leurs pensées, une volonté coulée en bronze une fois pour toutes. » J'ai toujours envie de dire aux hommes politiques de chez nous, du moins à ceux qui gouvernent, à ceux qui agissent, quand je les vois prêts à donner dans ces imaginations, « Mais est-ce comme cela que ça se passe dans votre cas ? Où logez-vous pour votre compte cette volonté, ce dessein immuable qui mystérieusement inspirerait tous vos actes ? N'avez-vous pas conscience au contraire de vous orienter, de vous décider au jour le jour, de découvrir votre volonté chaque matin, sans préjudice bien entendu de vos convictions de base ? Mais vous avouez bien qu'en matière extérieure surtout, les convictions de base ne donnent que des indications assez vagues. Votre volonté, vous la sentez non pas immuable et retirée dans un sanctuaire inaccessible, mais toute mêlée aux circonstances, bousculée par elles, se débattant avec elles. L'auteur prenait alors l'exemple de Napoléon. Napoléon passe pour avoir été un grand homme et il a gouverné plus de 6 mois. On ne lui refuse pas non plus une certaine puissance de volonté. Or, quand on le regarde d'un peu près penser et agir au long des années, quand on tâche de se faire rétrospectivement son intime,
On mesure quelle part l'improvisation, la réaction soudaine aux circonstances, la découverte de nouvelles voies, même les emballements, les changements de marotte ont tenu dans sa vie. À Sainte-Hélène, où il avait pourtant toute facilité de reconstruire son passé selon une belle ordonnance historique, il semble stupéfait lui-même de ce qu'il y aperçoit de non prémédité, de déroutant, de journalier. Eh bien, il en allait de même avec Hitler. Voilà pourquoi il a pu dire, promettre, poser des actes et par la suite agir tout différemment. Ce sera notamment vrai avec la Tchécoslovaquie et avec la Pologne, comme nous le verrons dans des prochains épisodes. Sachant qu'Hitler pourrait changer, Bertrand de Jouvenel poursuivait « N'y a-t-il pas là un danger ? Mais aussi, nous autres Français, ne demandons-nous pas trop, en voulant tout d'abord nous assurer de la sincérité de notre interlocuteur, et ensuite vouloir encore la garantie qu'il ne changera jamais ?» Vous ferez bien, dit Adolf Hitler, de réfléchir sérieusement à mes offres d'entente. Jamais un dirigeant allemand ne vous a fait de telles ouvertures ni de si répétées. Et ces offres émanent de qui donc? D'un charlatan pacifiste qui s'est fait une spécialité des relations internationales? Non pas, mais du plus grand nationaliste que l'Allemagne ait jamais eu à sa tête. Moi, je vous apporte ce que nul autre n'aurait jamais pu vous apporter. Une entente qui sera approuvée par 90% de la nation allemande, les 90% qui me suivent. Je vous prie de prendre garde à ceci. Il y a dans la vie des peuples des occasions décisives. Aujourd'hui, la France peut, si elle le veut, mettre fin à tout jamais à ce péril allemand que vos enfants, de génération en génération, apprennent à redouter. Vous pouvez lever l'hypothèque redoutable qui pèse sur l'histoire de France. La chance vous est donnée à vous. Si vous ne la saisissez point, songez à votre responsabilité vis-à-vis de vos enfants. Vous avez devant vous une Allemagne dont les 9/10 font pleine confiance à leur chef, et ce chef vous dit « soyons amis ».